Bienvenue dans ce nouveau numéro d'enquête de région consacré à la médecine connectée. Les nouvelles technologies au service de la santé, un domaine dans lequel les Hauts-de-France sont en pointe. Nous allons le voir à travers nos reportages avec les tissus innovants tout d'abord, comme ce t-shirt connecté qui permet de mesurer l'état de santé de celui qui le porte avec des applications médicales très concrètes expérimentées à Roubaix. Nous découvrirons aussi une technologie révolutionnaire pour éviter les complications chez les nouveau-nés prématurés, mis au point au CHU d'Amiens, des électrodes permettant de surveiller le développement neuronal de l'enfant. À Amiens toujours, le SAMU teste une application pour intervenir plus rapidement. Le blessé est immédiatement géolocalisé grâce à son smartphone et son dossier médical transmis instantanément. Enfin, le mal de dos, dit le mal du siècle, soulagé par une ceinture abdominale, aussi appelée exosquelette, est développé par les jeunes ingénieurs d'une start-up lilloise. Enquête de région, c'est parti. Vraiment de l'innovation, ça a été développé, étudié. On récupère les signaux électriques qui sont émis par le cœur. Vous avez 128 électrodes là, qui sont disposées. C'est très confortable pour l'enfant parce que la pression elle est répartie un petit peu partout. Je savais pas ce que c'était, donc je me suis dit mince, ça va lui faire des coups d'électricité. J'ai un ami qui s'est blessé, j'ai mis un coup de tronçonneuse dans la main. My15 permet d'enrichir l'appel au 15. Ça aide à mieux faire ses exercices pour remuscler le dos. C'est un outil supplémentaire de soulagement. L'armée américaine et les forces spéciales qui nous ont contactés. À l'heure actuelle, les progrès de la médecine et les progrès technologiques sont considérables. Et pour aller plus loin sur ce thème de la médecine connectée, nos deux invités, Perrine l'Espagnol, directrice adjointe d'Eurasanté, nous dira tout sur ce pôle d'excellence des Hauts-de-France dans la filière biologie, nutrition, santé, et le docteur Robin Kremer pour l'espace de réflexion éthique des Hauts-de-France, avec qui nous aborderons les innombrables questions que posent ces révolutions de la médecine connectée. Merci à tous les deux d'être avec nous et à tout à l'heure. Et pour commencer, je vous propose un bond de quelques décennies en arrière. Dans le passé, nous allons voir à quoi ressemblaient les moyens technologiques au début des années 70. L'ordinateur fait son apparition dans le monde de la santé. Regardez, nous sommes en 1971. La mécanisation, l'automatisation, l'usage de l'ordinateur, inhumain ou excessif ailleurs, permettent déjà à certains hôpitaux de soulager plus vite et plus efficacement leurs malades. Les patients sont pris en charge dès leur admission par l'ordinateur. De simples infirmières, par l'intermédiaire d'un terminal, transmettent leurs observations aux médecins. Par le même canal, ceux-ci choisissent les remèdes appropriés et communiquent leur ordonnance à la pharmacie du centre hospitalier où l'ordinateur, toujours lui, a déjà rédigé l'étiquette du médicament à administrer. Un circuit comme celui-là pourrait desservir plusieurs hôpitaux à la fois avec un nombre limité de médecins. Et près d'un demi-siècle plus tard, bienvenue dans la médecine connectée. Alors, bracelets, montres, lunettes, les objets du quotidien, vous le savez, vous l'observez tous les jours, sont de plus en plus connectés. Une évolution qui profite aussi, évidemment, au domaine médical. Au CHRU de Lille, des puces sont greffées sur des patients souffrant de pathologies cardiaques. Elles permettent de suivre leur état de santé à distance. Et bientôt, un simple t-shirt développé par une start-up lilloise permettra aux professionnels de santé de veiller sur leurs patients. Le reportage de Simon Colaon et de Jean-Marc Vasco. Dans notre monde ultra connecté, ces objets ont envahi notre quotidien. De la balance qui suit l'évolution de votre poids à la montre ou au bracelet qui vous dit si vous dormez bien ou compte vos pas après une petite séance de footing. Des objets où la question de la santé est une préoccupation constante. Mais vous allez voir que désormais, ils vont beaucoup plus loin, avec des applications médicales très poussées. Bienvenue dans le monde de la médecine connectée. Ce module. Nous voici dans les locaux d'une start-up lilloise, eWare Solutions. Donc on clipse le module pour qu'il rentre en fonctionnalité. Elle développe un sous-vêtement connecté à destination du grand public. Un vêtement qui permet de mesurer votre degré de bien-être. Voilà, donc après une période de calibration nécessaire,
on a l'indicateur du niveau de bien-être qui s'affiche. Ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les signaux électriques qui sont émis par le cœur, de la même manière que c'est fait dans les blocs opératoires par exemple. À un détail près, les électrodes classiques sont ici remplacées par ce dispositif directement intégré au sein même du tissu. En fait, c'est un fil entouré, enrobé d'argent, de manière à avoir un pouvoir de conduction qu'on n'a pas ailleurs sur le vêtement. On peut capter pas mal de données physiologiques. Là, en l'occurrence, nous, dans un premier temps, on se concentre sur les données cardiaques, okay, mais il y a d'autres informations, comme le rythme respiratoire. Par impédancemétrie, on pourrait avoir la mesure du taux de masse graisseuse, masse osseuse, masse hydrique, vous voyez, pas mal de choses comme ça qu'on peut capter avec des capteurs faits ainsi, mais disposés à différents endroits du corps. Mais avant d'en arriver là, le sous-vêtement doit encore être amélioré. Un prototype confectionné ici dans les locaux de Damartex à Roubaix, la maison mère de notre start-up connue, vous le savez, pour ses vêtements chauds. Alors mon ami, un peu de cran. Un peu de temps. J'ai froid moi. Vous n'avez pas froid vous? Froid moi? Jamais. Mais aujourd'hui, oubliez le thermolactyle. Ces couturières doivent faire en sorte que les capteurs soient le plus près possible de la peau, sans nuire au confort du produit. Tout l'exercice, c'est de conserver l'élasticité. Un prototype presque finalisé, qui leur a demandé beaucoup de travail. C'est vraiment de l'innovation, ça a été développé, étudié, on a fait plusieurs maquettes avec les équipes pour intégrer toutes ces notions-là. Et des essayages, des tests portés, des tests en mouvement. Si le vêtement cherche simplement à mesurer votre bien-être, il utilise en revanche un algorithme puissant. Une méthode de calcul développée dans ce laboratoire de l'INSERM à Lille. Depuis le début, on en parle, hein, ça permet vraiment d'avoir un contact. D'être au plus proche, de mieux capter. Ouais. Depuis un an maintenant, la start-up est en contact étroit avec l'équipe du professeur Régis Logier pour exploiter au mieux sa découverte. On travaille justement sur ces aspects de contact, d'impédance de la peau, de comment on peut améliorer le contact entre le vêtement et la peau pour avoir le meilleur signal possible. Il a donc développé un algorithme d'habitude utilisé pour mesurer la douleur des patients dans un bloc opératoire. Un calcul complexe qui interprète la moindre variation de notre rythme cardiaque. On va mesurer avec une grande précision l'intervalle de temps entre chaque battement cardiaque. Et ce temps varie de tous les instants. Pourquoi? Parce que le rythme cardiaque il est sous l'influence de notre système nerveux, et en particulier de notre système nerveux réflexe, qui est le système nerveux autonome, et qui, lui, est en réaction avec notre environnement et en contre-réaction, donc il va effectuer des accélérations de fréquence cardiaque. Et c'est à partir de ça que le système est capable de dire si vous vous sentez bien ou mal. Deux sujets, donc dans un premier temps... Un outil si puissant que le vêtement connecté développé par Loïc et son équipe intéresse les professionnels de santé. Ce jour-là, une réunion est justement organisée pour réfléchir à une version professionnelle du produit et un usage plus médical. Dans les maisons de retraite par exemple, afin de surveiller l'activité des résidents. Type les vôtres, type EHPAD, l'idée étant de les accompagner dans le bien vieillir. Donc c'est vraiment notre leitmotiv. Le fait d'avoir une collecte de données presque en continu, ça nous permet ensuite de pouvoir comprendre les choses, de pouvoir se dire, ben voilà, si la personne elle n'a pas dormi, ben, c'est peut-être aussi par rapport à ça, donc on peut régler le problème, régler la cause, et aussi... par la suite, ça peut aussi permettre de prévoir, en fait, d'anticiper des comportements, anticiper des événements, et tout ça, ça peut être intéressant. Le vêtement, le sous-vêtement à plus forte raison, est un magnifique support pour y positionner des capteurs. Il est discret, le sous-vêtement ne se voit pas, il n'est pas stigmatisant donc, et il peut héberger des capteurs qui peuvent capter des données physiologiques très très utiles en temps réel pour les personnels soignants. Mais quand on parle de médecine connectée, certains usages peuvent parfois aller beaucoup plus loin. Maxence habite la région lilloise. Même s'il vit à peu près normalement, il souffre d'une anomalie cardiaque depuis la naissance. Résultat, à tout moment, le jeune homme peut être victime d'une syncope. Dernièrement, c'était dans mon lit, je regardais la télé, ça peut m'arriver quand je suis debout, quand je suis dans n'importe quelle situation, même celle où je suis complètement serein à regarder la télé. Alors, depuis quelques mois, l'activité de son cœur est suivie en permanence grâce à son smartphone.
Il est connecté sans fil à un implant. Moi, je gère rien tant qu'il ne se passe rien. Ou même s'il se passerait quelque chose que je ne ressens pas, automatiquement, l'implant il envoie les informations au téléphone et directement à l'hôpital. Mais si moi, dans n'importe quelle circonstance, j'ai un souci, j'appuie sur le gros bouton qui est écrit « Enregistrer les symptômes » et ça va directement être envoyé à l'hôpital. Et l'implant, le voici. Un minuscule capteur caché derrière la peau, sur son torse. Nous sommes dans le cabinet du docteur Marquier à l'Institut Cœur-Poumon de Lille. Cet après-midi-là, Maxence fait une simple visite de contrôle. Ok, pour vous c'est confortable, tout va bien. Complètement. Et l'application elle marche bien? Impeccable. Là ça me permet de vérifier que l'appareil va bien, que les batteries sont bonnes et de modifier les réglages. Si par exemple je décide d'écouter des fréquences cardiaques à partir de 120-130 battements par minute, je peux monter à 150, 160, 170 battements par minute. En réalité, le médecin et son patient ne se voient pas très souvent. C'est d'ailleurs la première fois depuis que Maxence a été implanté. Car toutes les informations sont transmises à distance. Le docteur Marquier les reçoit directement sur son ordinateur. J'ai les tracés de tout ce qui a été enregistré par l'appareil, soit de façon automatique, donc parce que l'appareil a enregistré un cœur trop lent ou trop rapide, soit parce que le patient a activé l'appareil en disant je me sens pas bien, j'ai refait une syncope, ou j'ai fait un malaise, ou j'ai des palpitations. Et donc tout ça c'est stocké dans l'appareil, le sien, puis c'est envoyé sur Internet, et moi j'ai accès directement à ces informations-là avec le tracé, ce qui va me permettre de savoir est-ce que effectivement le cœur est trop rapide ou trop lent, et quelles en sont les conséquences. Une vraie révolution. On est donc loin des tout premiers appareils, encombrants et peu pratiques à l'usage. L'implant n'est aujourd'hui pas plus gros qu'un bâtonnet de 5 cm de long, avec une durée de vie de 3 ans. Pour le patient, le confort est indéniable. En fait, quand on m'a proposé qu'on allait devoir m'implanter un holter, ce qui me gênait, c'était ça, c'était toute la mécanique derrière, d'avoir un boîtier qu'il fallait transporter, d'avoir une machine à la maison. Et en fait, quand j'ai appris que c'était par le téléphone, comme ça, via une application, voilà, je n'ai pas hésité. Cet implant dernière génération est testé sur une quinzaine de patients du CHRU de Lille et pourrait bientôt devenir la norme. Mais il subsiste aussi une part d'ombre, car toutes les données recueillies, que ce soit avec un implant, une montre ou un vêtement, peuvent aussi tomber entre les mains de personnes mal intentionnées. Connecté veut dire accessible et donc visible. Des données sensibles sur notre santé qui valent de l'or dans le marché très convoité de la médecine connectée. Voilà des progrès médicaux qui semblent sans limite et pourtant encadrés par la loi. On parlera éthique et déontologie dans un instant avec le docteur Robin Kremer. Mais avant cela, illustration de ces incroyables avancées, ça se passe à Bobigny, en région parisienne, quand la réalité virtuelle vient en aide à des techniques chirurgicales bien réelles. Regardez. Dans le bloc, le docteur Thomas Grégory en pleine opération. Le chirurgien doit fixer une prothèse d'épaule. Mais comme un héros du film Avatar, il est muni d'un appareil qui le propulse dans un autre monde. Grâce à des lunettes, munies de caméras et de capteurs, il voit sa réalité augmentée. Donc on a à la fois les caméras vidéo à droite et à gauche des lunettes. On a à la fois le capteur de profondeur. On a à la fois des micros et des écouteurs. Les écouteurs qui nous permettent d'entendre, les micros qui nous permettent de discuter directement et de pouvoir contrôler les hologrammes avec la parole, les capteurs vidéo qui nous permettent de contrôler directement avec des contrôles gestuels. Devant lui, le squelette du patient en 3 dimensions. Le praticien visualise aussi une prothèse virtuelle pour mieux l'insérer. Des données médicales sont aussi disponibles. Il peut être assisté aussi par des experts du monde entier. Leurs hologrammes sont visibles et audibles. Le temps d'intervention est réduit et les risques d'infection sont alors diminués. Le chirurgien se fait assister par l'intelligence artificielle. Nous rejoignons à présent le docteur Robin Kremer pour l'espace de réflexion éthique des Hauts-de-France. Alors, docteur Kremer, les lois sur la bioéthique doivent être révisées cette année. Elles dataient de 2011. En quelques mots, dites-nous ce qu'est la bioéthique. On considère généralement que la bioéthique, c'est le produit de la confrontation de l'éthique plus classique qui consiste finalement à réfléchir avant d'agir aux tenants et aux aboutissants de l'action qu'on s'apprête à mener dans le cadre de la loi et de la déontologie face à ce qu'on appelle le développement de la technologie. La technologie étant
la technique qui croît de manière suffisamment rapide pour qu'il y ait besoin de technique finalement au service de la technique. Donc cette confrontation de l'éthique, on pourrait dire classique, face à une technologie qui paraît en croissance exponentielle, semble et qui donne l'impression qu'il y a urgence à réfléchir finalement. C'est ça que ce nouveau très terme. Bien, il y a urgence à réfléchir. Ces lois, les dernières lois éthiques datées de 2011. Est-ce que la révision de ces lois va s'accélérer au même rythme que ça accélère les innovations technologiques ? Alors, les lois de bioéthique en France, la France a choisi de faire des lois précises et non pas des lois cadres. Donc, elles sont révisables et elles contiennent dans leur propre texte leur échéance. La loi actuellement en vigueur arrive à échéance en 2018. C'est pourquoi on est rentré dans le processus des États généraux de la bioéthique qui vise justement à interroger le grand public et la société dans son entier avant cette révision qui doit avoir lieu à l'automne prochain. Merci beaucoup, Dr Kremer. On vous retrouve dans quelques instants, parce qu'évidemment, beaucoup de questions sont posées autour de ces lois sur la bioéthique. Nous allons voir ça très précisément dans quelques instants, après quelques reportages. Cap à présent sur une première mondiale réalisée l'été dernier. Ça se passe au CHU d'Amiens. Un électroencéphalogramme de haute résolution pratiqué sur un nouveau-né prématuré. Une avancée qui permet de surveiller le développement neuronal de ces bébés hospitalisés durant plusieurs semaines pour éviter évidemment les complications. Alors ce casque a été réalisé par un groupe de recherche de l'université de Picardie Jules Verne où se sont rendus Delphine Dubourg et Christelle Sivat. On sait que les nouveau-nés nés essentiellement avant 28-30 semaines d'aménorrhée sont ceux pour lesquels on va être le plus vigilant sur l'évolution neurodéveloppementale. Avant, on faisait avec 8 électrodes ou 11 électrodes chez les enfants nouveau-nés. Maintenant, on passe à 128 électrodes. On est moins traumatique, c'est moins douloureux, on a plus d'informations. On ne naît pas tous égaux pour la médecine. Un bébé sur 10 vient au monde avant la 37e semaine de grossesse. Ces prématurés présentent des fonctions immatures. Ils peuvent ne pas respirer seuls et leur cerveau n'est pas encore développé. Pour éviter les complications, ils sont alors hospitalisés, parfois pendant plusieurs semaines, et leur développement neuronal est surveillé. Une semaine après sa naissance, Enio va subir un EEG, un électroencéphalogramme de contrôle. Donc on fait du 11 électrodes sur tous les enfants de la naissance grand prématuré jusqu'à à peu près 2 ans. Après 2 ans, on essaie de faire 19 électrodes quand c'est possible. Donc on lui met un petit filet en bonnet et après on va glisser toutes les électrodes sous le filet en ayant gratté les emplacements à chaque fois pour avoir un bon contact. Je t'embête. Laurence utilise une pâte abrasive à base de pierre ponce, de sel et d'eau. L'installation prend un peu plus de 5 minutes. On voit un tracé qui est bien discontinu, ce qui à cet âge-là est normal. Le procédé est contraignant et peut manquer de précision. Depuis l'été dernier, le CHU d'Amiens est le seul au monde à utiliser un nouveau dispositif. Il existait déjà pour les adultes et a été adapté aux tout petits nouveau-nés. Vous avez 128 électrodes là, qui sont disposées dans un système qui est un système international. Ça, c'est un système référencé qui est connu depuis longtemps. Et chacune de ces électrodes, il y a un petit truc, on voit un petit truc en caoutchouc là, et puis on voit une petite éponge. Et cette petite éponge-là, elle est pleine d'eau, elle est gorgée d'eau. Et donc, elle va être appliquée sur la peau de l'enfant. C'est très confortable pour l'enfant, parce que la pression, elle est répartie un petit peu partout. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de point de pression qui puisse faire mal à l'enfant. Je vais mesurer une électrode de référence. Louise et son jumeau Maximilien ont 15 jours. Ils sont venus au monde 10 semaines avant terme. Pauline installe les 128 électrodes en une poignée de secondes. Comme un bonnet.
Tous les enfants sont filmés pendant l'examen pour savoir s'ils bougent, s'ils têtent, s'ils ont les yeux ouverts. Des comportements qui seront enregistrés sur l'EEG. Donc on enregistre jusqu'à temps qu'on ait du sommeil calme. Parce que les enfants, les bébés en l'occurrence, ont plusieurs stades de sommeil. Et donc là, nous, il va nous falloir le sommeil calme. Donc on va attendre qu'elles s'endorment tranquillement. On va éteindre un petit peu la lumière. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu... Je savais pas ce que c'était, donc je me suis dit, mince, ça va lui faire des coups d'électricité, Mais non, madame m'a rassurée. Et voilà, j'ai confiance, j'ai donné autorisation, donc j'ai confiance. Non, c'est complètement passif. Oui. Donc on enregistre l'activité qui est produite par le cerveau, comme un électrocardiogramme. Donc du coup, non, ça fait mal à personne. Ça. Oui, voilà. Ça n'a pas l'air de lui déplaire parce qu'elle dort, donc... Elle s'en fiche. Voilà. Je crois qu'elle commence à partir. Voilà, ça y est, ouais. Elle est partie. On a l'impression qu'il dort au départ et sur le comportement, mais on peut regarder ce qui se passe sur l'activité cérébrale, sur l'électroencéphalogramme, et on voit qu'il ne dort pas encore. Les électroencéphalogrammes haute résolution sont analysés au sein du service d'exploration fonctionnelle du système nerveux pédiatrique. Là, je pense qu'il va s'endormir. Il va s'endormir, ouais. Ici, sur la partie de gauche, vous voyez les 128 lignes avec les 128 électrodes. Et sur cette partie de droite, vous voyez ce que l'on voyait auparavant lorsque l'on ne mettait que 11 électrodes sur la tête des petits bébés prématurés. Et un exemple ici, c'est que ces activités que l'on voit ici un peu plus ample, avec des activités un petit peu plus rapides, on était complètement aveugle, complètement incapable de voir cette activité lorsque l'on avait uniquement 11 électrodes. Le casque de 128 électrodes pour les prématurés a été conçu pour être un jour intégré aux examens de routine clinique et surtout de recherche, car c'est avant terme qu'on observe la mise en place des capacités cognitives. Avant 28 semaines, on a une multiplication des neurones de la partie centrale du cerveau vers la partie périphérique et la mise en place après 28 semaines de connexions beaucoup plus superficielles qui vont préparer à la mise en place de ce qu'on appelle le cortex cérébral, donc la substance grise périphérique. La question qui peut être posée, c'est est-ce que le nouveau-né prématuré est capable de faire la différence entre bas et ga, entre une voix masculine et une voix féminine, et puis entre la voix de la mère et la voix d'une étrangère. Pour le gars, oui, il est capable de faire la différence entre le bas et le ga. Il est capable de faire la différence entre une voix masculine et une voix féminine au moment où le cerveau se connecte avec l'environnement. Et donc ça, c'est quelque chose qui montre une empreinte génétique. Par contre, pour la voix de la mère et la voix de l'étrangère, il va devoir apprendre à reconnaître la voix de la mère. Mais il faut que ce soit prêt au niveau de la naissance parce qu'il va avoir besoin de reconnaître sa mère pour des raisons bêtement alimentaires, quoi. Les travaux de recherche se tournent vers la conception de nouveaux outils moins invasifs pour étudier à la fois l'activité électrique et l'activité hémodynamique cérébrale, c'est-à-dire la circulation sanguine dans le système cardiovasculaire. Comme les prématurés, ils sont intubés, ventilés souvent, ils sont dans des couveuses, ben, il faut le faire au lit de l'enfant, donc il faut développer des outils au lit de l'enfant. Il est probable que dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, on aura une IRM qui sera dans les services de réanimation. Coupler les techniques et les adapter afin de déceler rapidement les retards de développement du cerveau des prématurés. Là est l'enjeu d'un tel dispositif pour à l'avenir prévenir d'éventuels handicaps et les traiter à temps. Alors on le comprend à travers ces reportages, les Hauts-de-France sont bien en première ligne en matière de révolution médicale. Alors fer de lance de cette excellence régionale, le pôle Eurasanté, basé à Lille, dont nous rejoignons à présent la directrice adjointe Perrine L'Espagnol. Madame L'Espagnol, plantez-nous le décor d'Eurasanté et quelles sont les missions de ce pôle d'excellence qui a vu le jour il y a une vingtaine d'années ? Donc Eurasanté accompagne des chercheurs, des créateurs d'entreprises et puis des entrepreneurs depuis plus de 20 ans en vue de créer des innovations, de mettre sur le marché des nouveaux produits, des nouveaux services. Et c'est plus de 1000 entreprises, 28 000 emplois et 3 000 chercheurs sur la région que nous accompagnons au quotidien.
Alors vous créez en quelque sorte un écosystème, un environnement qui met en relation les scientifiques, on l'a bien compris, mais aussi la recherche fondamentale ou académique, mais aussi les industries et les start-upers. Alors quelles sont l'identité de ces industries, ces entreprises que vous accompagnez et le profil de cette start-up, car Eurasanté est aussi un incubateur finalement? Alors la filière santé est large, on accompagne autant des entreprises qui font du lit médicalisé ou des dispositifs médicaux divers et variés. On accompagne des entreprises dans le domaine de la pharmacie et des biotechnologies. Et on accompagne des entreprises de services et de e-santé. Je vous donnerai après quelques exemples d'entreprises justement de domaine de la médecine connectée. Ah bah donnez-les maintenant si vous voulez bien, c'est très intéressant, au contraire, c'est le sujet. Donc, on a vu dans l'émission déjà quelques projets qu'on accompagne dans l'incubateur Eurasanté, mais je peux vous en donner 3 autres exemples. D'abord, une entreprise qui s'appelle Running Care, qui est une application mobile pour prévenir les blessures chez le runner. Je pense à une autre entreprise. Le coureur, hein. Voilà, le coureur. Je pense à une autre entreprise qui s'appelle Bilab et qui est un objet connecté pour mesurer la déshydratation chez le sujet âgé, le sujet senior. Et puis enfin, je pense à une entreprise qui s'appelle Uned et qui a un robot qu'on met au domicile de la personne dépendante pour lui assurer confort et sécurité comme si elle était en maison de retraite. Alors, un enjeu majeur dans tout ce que vous mettez en place, c'est surtout de prévoir l'avenir, c'est d'adapter les innovations finalement aux besoins qui sont à venir. Exactement. Quand on accompagne les porteurs projets à mener de nouveaux tests, de nouvelles expérimentations, on leur donne un cadre pour qu'ils puissent être très couramment en contact avec l'utilisateur pour justement innover en fonction du besoin utilisateur. Et on crée un écosystème aussi avec les payeurs, qui sont les mutuelles, pour que ces innovations elles soient aussi demain prises en charge, accompagnées par tous les services mutualistes. Alors, autre enjeu majeur d'évolution de ces technologies, on parle beaucoup de télémédecine. Quels sont aujourd'hui, alors c'est la télémédecine évidemment qui sert à lutter par exemple contre les déserts médicaux, mais qui sert aussi à améliorer la qualité des soins et la prise en charge. Quels sont les enjeux aujourd'hui à ce niveau-là? Quelles sont les innovations en cours dans ce domaine? On a beaucoup d'entreprises qui travaillent justement sur le parcours de soins, sur la télémédecine, le téléconseil. Alors toute la loi n'est pas encore très... Enfin, les entreprises n'ont pas toutes les données au niveau législatif dans le domaine, mais ça avance bien et c'est vrai que le parcours de soins et le suivi du patient pendant tout son parcours devient indispensable et aide beaucoup à la prise en charge. Là, vous avez accompagné des entreprises, des startups, pour être très précis, au CES de Las Vegas. Le CES de Las Vegas, c'est le temple mondial du high-tech. Quelles sont les tendances en matière d'innovation médicale au niveau mondial? Et est-ce qu'effectivement, on peut constater que les Hauts-de-France sont en pointe dans ce domaine et sont concurrentiels? Alors oui, la région Hauts-de-France est en pointe dans 3 domaines spécifiques et on l'a retrouvé au CES de Las Vegas. Sur l'objet connecté, il y a beaucoup de robots qui paraissent sur le marché et d'objets connectés qui permettent vraiment l'amélioration du suivi médicalisé. Deuxièmement, il y a tous les services justement pour la prise en charge dans le parcours de soins. Et là, on parle de prévention via des serious games. On peut parler de télémédecine et de télésuivi. Et puis, troisième chose sur laquelle la région est vraiment en pointe, c'est le big data et les données en grand nombre. Alors justement, le big data, parlons-en, ce sont donc ces données numériques qui nous concernent, qui sont intimes, qui sont éminemment personnelles, mais qui sont aussi livrées en pâture sur les réseaux, dans ces réseaux informatisés. Comment est-ce que ces données sont utilisées? Comment est-ce qu'elles sont stockées? Et surtout, comment est-ce qu'elles sont sécurisées? Est-ce qu'on pense déjà à tout ça? Est-ce que c'est la priorité des chercheurs et des entreprises qui sont sur ce marché? Bien sûr, c'est la priorité. On a des entreprises de renommée mondiale dans la région, que ce soit Reniso, ATE, Corail, OVH. Et donc, on est au niveau sécurité et hébergement, on est vraiment à la pointe au niveau régional. Alors, on mène différents projets justement pour traiter ces données en grand nombre et elles ont 2 apports principaux. Premier apport, c'est vraiment l'amélioration de la médecine. On a travaillé sur un projet avec le Centre Oscar Lambré pour mesurer en fait l'impact positif du sport pour les personnes atteintes de cancer. Et puis le deuxième apport principal, c'est le fait de pouvoir améliorer la performance de l'hôpital. On a un projet avec le GHICL sur le fait de maîtriser l'afflux aux urgences. Et puis un projet avec l'Établissement français du sang pour aussi anticiper les besoins en sang. Mais ces données restent statistiques ou est-ce que l'anonymat est vraiment... Sommes-nous assurés que l'anonymat soit vraiment préservé? Bien sûr, c'est très important.
Alors, quand ces données sont collectées, rendues statistiques, est-ce qu'aussi un marché s'ouvre pour les monétiser? Est-ce que ces données peuvent être tout simplement vendues? Oui, tout à fait. Alors, on parle de valorisation ou de monétisation. C'est vrai que ça peut être... mais quoi qu'il arrive, les données sont importantes puisque comme elles jouent au niveau performance de l'hôpital et au niveau suivi médicalisé, forcément, il y a des centres hospitaliers et des mutuelles qui les achèteraient très cher. On en reparlera tout à l'heure avec le docteur Robin Kremer, justement, car cela pose évidemment un certain nombre de questions bioéthiques. Qu'en est-il de l'intelligence artificielle? L'Ordre des médecins déclare qu'il faut dès aujourd'hui réussir à organiser la complémentarité entre l'homme et la machine. Où en est-on? Pour l'instant, la machine n'est qu'une aide au diagnostic. Est-ce qu'on est encore loin de remplacer complètement les médecins? On n'est pas encore loin, mais il y a beaucoup de recherches qui se font et on sent que les entreprises ont beaucoup d'idées sur la question. Je pense qu'il y a des innovations qui sortiront dans les prochains temps en région. Merci beaucoup Madame l'Espagnole d'avoir bien voulu répondre à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe d'Eurasanté. Alors, nouvelle illustration de cette médecine connectée, une application à télécharger gratuitement sur vos smartphones. My15 permet de vous géolocaliser rapidement. Le SAMU d'Amiens est le 3e site pilote en France à tester cette appli qui permet de gagner du temps en situation d'urgence. Démonstration avec Sophie Crimon et Marie Benoît. Sylvain, excuse-moi. Sylvain, j'ai dérapé là. Je t'ai fait mal. Excuse-moi. La fâche. Putain, il y en a partout. Un accident de tronçonneuse en forêt, une main blessée. La situation est simulée plus vraie que nature. Le témoin est à l'origine de l'accident et appelle les secours. J'ai un ami qui s'est blessé. J'ai mis un coup de tronçonneuse dans la main. Oui, ça saigne beaucoup. Il compose non pas le 15, mais My15. Oui, le SAMU. Une nouvelle application unique en France, accessible à tous gratuitement. Au bout du fil, un assistant de régulation médicale du SAMU 80. My15 permet d'enrichir l'appel au 15, c'est-à-dire, dès que j'appelle le 15, je transmets instantanément toutes les informations administratives que j'ai pré-rentrées dans mon téléphone, ainsi que ma position géographique, pour qu'on puisse venir me secourir en vitesse. Alors, vous êtes où, monsieur? Je suis dans un bois, je suis pas loin de Buyon. Bah ouais, mais je sais pas où exactement. D'accord. Bon, bah avec l'application My15, on a pu vous géolocaliser, donc on voit bien où vous êtes au niveau de la forêt de Buyon. Dans les situations d'urgence, les minutes sont longues. Raccourcir le délai de prise en charge, c'est l'objectif. Il est donc essentiel d'apporter les informations sur le lieu précis de l'accident pour l'arrivée des secours. On va vous soulager tout de suite. Dès que vous avez une perfusion, on va vous soulager, monsieur. On va vous passer des antalgiques. On a des situations particulières, par exemple sur l'autoroute, on a des situations en campagne, des situations dans des bois, où le patient sait où il se trouve, mais précisément, il ne peut pas se localiser. L'application va permettre de gagner un temps précieux, puisqu'elle va communiquer en temps réel le géopositionnement exact du portable au mètre près. Vous avez pu envoyer une photo? Oui, j'ai envoyé une photo de ça. Autre atout, une photo peut être envoyée instantanément. Le médecin de régulation alerte le chirurgien de la main. C'est Mélanie en régulation au SAMU. Je viens de te transférer une photo d'un monsieur qui s'est fait une plaie avec une tronçonneuse sur la face antérieure de l'avant-bras et du poignet. Ok, merci. L'image parle d'elle-même aux spécialistes. En fonction du délabrement, eh bien, on peut déjà mettre en route une thérapeutique et qui sera complétée, bien entendu, au bloc opératoire. Nous, ça nous permet de nous organiser et puis d'organiser les équipes, d'organiser le bloc opératoire qui tourne déjà en général. Donc, ça nous permet d'avancer dans ce sens-là. Ça nous fait gagner du temps et ça fait gagner du temps aux malades. My15 permet aussi de rentrer toutes ces données administratives et médicales personnelles, allergies, antécédents, en téléchargeant l'application. Toute l'histoire du patient numérique s'y trouve de façon confidentielle. C'est une évolution, c'est une révolution pour nous dans la mesure où les données sont maintenant totalement sécurisées, nous font gagner du temps. On a un dossier médical qu'on peut partager avec nos partenaires du secteur libéral et avec le principal acteur de la santé qui est quand même le patient lui-même. Après Metz et Périgueux, Amiens a le 3e SAMU connecté de France. Tout le monde peut dès à présent télécharger My15 pour gagner en temps, en qualité, en sécurité.
Alors, voilà pour les situations d'urgence, mais vous allez le voir, les nouvelles technologies interviennent aussi dans les situations du quotidien. Le mal de dos et, nous dit-on, le mal du siècle. Depuis 4 ans, les jeunes ingénieurs d'une start-up lilloise développent ce qu'on appelle un exosquelette lombaire qui permet de soulager ces douleurs chroniques et d'aider à la rééducation des patients. Les explications d'Yves Azernal et de Dominique Dumont. Voilà, on entend les moteurs, encore à droite, encore à gauche. Ok, mettez-vous bien droit. Une ceinture high-tech équipée de 4 micromoteurs pour muscler son dos. Benoît, 58 ans, en rééducation au CHRU de Lille, souffre de douleurs lombaires chroniques. C'est la première fois que ce patient teste ce prototype. Encore une fois. J'ai senti qu'il aidait à forcer le travail sur les muscles et ça aide à mieux faire ses exercices pour remuscler le dos. Le principe de la machine, exercer une traction verticale sur la colonne vertébrale pour soulager le mal de dos. Ça va vous redresser le dos. Oui, je le sens. Qu'est-ce que vous ressentez, dites-moi? Je sens que toute la cage est remontée. Alors les deux intérêts justement, c'est d'une part de soulager par le redressement et d'autre part de faire travailler les muscles contre les moteurs, puisqu'il y a des moteurs dans le dispositif contre lesquels le patient va travailler pour faire ses exercices. Le pôle Eura Santé, au cœur de la métropole européenne de Lille, dédié aux recherches en biotechnologie. Plus d'1 millier d'entreprises y travaillent, des multinationales aux start-up. C'est l'une d'entre elles qui développe cette ceinture high-tech, nom de code Atlas. Alors vous êtes dans les locaux de JAP Medical Device et avec l'équipe, notamment l'équipe R&D avec Salim sur la mécanique, Mélissa sur la partie biomécanique. Une équipe de jeunes ingénieurs qui travaillent depuis 3 ans déjà sur cette ceinture, un exosquelette motorisé ici, dans ce labo, au sein même de leur entreprise. C'est la dernière étape de l'assemblage. On est en train de sortir les connecteurs pour les câbles qui vont de notre carte électronique principale jusqu'aux actionneurs. Le dispositif, une double ceinture en textile, bardée d'électronique, de capteurs et de 4 moteurs. Pour le test aujourd'hui, c'est Salim qui s'y colle. Vas-y, tu peux serrer. Donc là, je suis en train de tester la routine de performance du prototype. C'est-à-dire, je vérifie que les moteurs exercent bien la décompression donc, sur la colonne vertébrale, accompagnent bien le patient dans ses mouvements. C'est un proto qu'on a fait relativement rapidement, en 48 heures, pour le besoin de certains tests qu'on est en train d'effectuer pour les procédures médicales. Et des prototypes depuis le début de l'aventure, il y en a eu. Voilà à quoi ressemblait Atlas il y a 2 ans, à un corset. Problématique sur laquelle on s'est penché, c'est tout d'abord la miniaturisation des moteurs, donc ceux qu'on a actuellement contre ceux qu'on avait il y a un peu plus d'1 an, avec les capteurs de force qui étaient beaucoup plus volumineux. Le textile, avant il n'y avait pas de textile comme on peut le voir, maintenant sur les dispositifs qu'on a, le textile est une des parties prédominantes. L'alimentation, l'électronique, en fait tout a évolué en parallèle. À l'origine de cet exosquelette, ces 2 amis, Antoine et Damien, l'un est valenciennois, l'autre parisien. Tous 2 ont fait leurs études dans une école d'ingénieurs à Lille. Leur projet, c'est dans leur QG, un bar en centre-ville qu'il est né, à leur retour de stage. Dans tous les cas, moi j'ai tous les éléments pour justifier le fait que ce soit des délais de prestation. On rentrait des États-Unis tous les 2 et on souhaitait se réassocier. Donc on est venu ici, on a discuté, on a bu quelques bières et on s'est rendu compte qu'il y avait une convergence entre nos 2 sujets. Damien qui avait travaillé dans les dispositifs médicaux pour le mal de dos, moi qui avais travaillé dans les exosquelettes, et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose. Et le lendemain, c'était le premier jour de l'entreprise. Un exosquelette qui lutte pour vous contre le mal de dos, l'idée a immédiatement séduit le milieu médical.
Le moment où on s'est rendu compte que ce projet-là avait de l'avenir, c'est quand on a rencontré le docteur Faïd Zahiri, qui nous a dit ça, c'est un projet d'avenir, c'est un projet qui peut fonctionner et qui a une application sur énormément de personnes. C'est l'un des 2 médecins référents sur le projet Atlas, le docteur Faïd Zahiri, neurochirurgien au CHRU de Lille. Ce spécialiste a tout de suite compris le potentiel de cette innovation. Un collapsus, c'est-à-dire que les vertèbres vont se rapprocher. Ce qui est très intéressant pour un praticien, un chirurgien entre autres, parce que c'est mon cas, c'est de pouvoir voir comment on peut changer nos pratiques. Et forcément, les innovations technologiques, les outils modernes de micromoteurs, exosquelettes, ça reste toujours intéressant, et voir un peu ces nouveaux gadgets qu'on veut, qui peuvent répondre à des besoins. C'est les mêmes problèmes avec des solutions plus modernes. Le mal de dos touche 4 Français sur 5. C'est la première cause d'arrêt de travail dans les pays occidentaux. Bien entendu qu'il n'aura pas de rationnel, donc les études... Pour beaucoup d'entre eux, pour dire la grande majorité, la chirurgie n'est pas la solution. Et on les voit souvent dans un désarroi avec avoir épuisé toutes les ressources existantes, les médicaments, les infiltrations, la kinésithérapie, rien ne répond à leurs demandes. Et dans ce dispositif, on y voit un outil supplémentaire à proposer pour certains d'entre eux pour tenter de répondre à une demande, à un besoin. Et c'est un outil supplémentaire de soulagement, car on voit bien que dans la plupart du temps, on n'est pas assez efficace avec la médecine moderne. De l'arbre moteur. Ok. Tu vois? Donc en fait, l'arbre moteur, il va s'arrêter là, quoi. À Japé, les réunions s'enchaînent. Atlas doit être finalisé dans les semaines qui viennent. Elle va s'arrêter là. Et pourquoi tu ne fais pas faire des usinages comme ça? Ce projet d'exosquelette a remporté de nombreux prix, mais c'est sa présentation l'année dernière au CES de Las Vegas, le plus grand salon high-tech au monde, qui l'a fait connaître aux investisseurs internationaux. So I'm going to tighten it. I will be the physiotherapist. Hop. La région, elle, s'y est intéressée dès 2014. Le réseau Entreprendre, comme la BPI, la Banque publique d'investissement, qui aide des jeunes projets. On a également de l'aide du ministère de la Recherche, mais principalement, on a levé des fonds, notamment 2 millions d'euros. Septembre 2016, l'équipe de Japé est partie en Chine, à Shenzhen. Atlas a été retenu avec une quinzaine d'autres projets pour intégrer le plus grand incubateur de start-up au monde. Un vrai coup d'accélérateur. C'est pas la même culture, déjà c'est triste à dire, mais les Chinois travaillent aussi le week-end. Ils sont pas aux 35 heures. Donc tant qu'on veut travailler, on peut travailler, donc l'écosystème est encore actif. En 3 mois, on a fait ce qui nous aurait probablement pris au moins 1 an en France. On arrive à faire de la mécanique comme ça, avec de l'impression 3D. Génial, merci beaucoup. Ouais. Juste après qu'on ait désactivé le dispositif, comment est-ce que vous sentiez? Parce que j'ai l'impression que je reste aussi droit que quand on m'a mis l'appareil, donc je me sens bien. Si le dispositif a déjà été testé sur des patients, les études cliniques, elles, n'ont toujours pas commencé. Elles doivent durer 1 an et prouver l'apport thérapeutique d'Atlas, dont l'utilisation pourrait ne pas se limiter au domaine médical. On a été contacté par différents distributeurs du monde entier pour simplement utiliser notre dispositif dans des pays comme la Corée, le Japon. L'armée américaine et les forces spéciales sont contactées pour pouvoir intégrer cette technologie dans les hélicoptères, par exemple. Alors les hélicoptères, notamment parce que les pilotes d'hélicoptères ont des sacrés mal de dos à cause des vibrations. Atlas pourrait être commercialisé dès le mois de juin, à destination dans un premier temps des kinésithérapeutes et des centres de rééducation. Et nous retrouvons à présent le docteur Robin Kremer pour l'espace de réflexion éthique des Hauts-de-France. Alors, docteur Kremer, est-ce que finalement la bioéthique fixe les limites de ce que la science peut faire, ou est-ce que la bioéthique sert aussi à faire évoluer les mentalités pour permettre à la science d'avancer? En fait, la position éthique, c'est une éthique, c'est une morale en marche au moment de décider et de réfléchir à l'action qu'on va mener. Donc, on ne peut pas dire que l'éthique permet d'avancer ou interdit d'avancer. Précisément, l'éthique, c'est le processus qui fait que, au fur et à mesure des découvertes et qu'on a des décisions à prendre, on se donne les moyens de la prendre en réfléchissant avant. Et en se donnant les conditions nécessaires justement pour pouvoir
se mettre dans une situation où on aura à peu près prévu les tenants et les aboutissants des décisions qu'on a à prendre. Docteur Kremer, finalement, cette fameuse maxime « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », est-ce qu'elle, finalement, illustre bien ce qu'est l'éthique, la bioéthique ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'éthique, c'est un certain nombre de principes et de valeurs qui sont déclinés de l'universalité de la morale vers la singularité d'une situation, précisément, justement, quand ni la loi ni la morale n'avaient anticipé les choses et qu'il faut néanmoins décider ce qu'on doit faire ou ce qu'on peut faire. Parce qu'il n'y a pas toujours uniquement ce qu'on doit faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire entre également en compte dans une posture éthique. Docteur Kremer, on revient vers vous dans un instant. Alors, la médecine d'aujourd'hui, eh bien, il y a 50 ans, c'était la médecine du futur. Alors, je propose, comme au début de cette émission, de remonter dans le temps avec un document exhumé de nos archives de l'INA. Le professeur André-Frédéric Cournant, prix Nobel de médecine en 1956 pour ses travaux sur le cathéter cardiaque, livrait aux journalistes de l'époque ce qu'il attendait des progrès de la science. Écoutez, c'est une interview réalisée en 1971. Je pense qu'en médecine, il faudra vraisemblablement se servir des technologies, non pas pour découvrir et pour isoler et identifier des maladies extrêmement rares, mais se servir de la technologie pour actuellement permettre d'aider au diagnostic et d'aider au traitement de maladies plus courantes, celles qui sont tout à fait fréquentes et qui sont les plus importantes pour les hommes. À l'heure actuelle, les progrès de la médecine et les progrès technologiques sont considérables. Je pense que le problème de l'avenir est un problème un tout petit peu différent. C'est la distribution des soins dans la population, une distribution homogène. Alors, docteur Kremer, est-ce que ce professeur Cournant, prix Nobel de médecine, particulièrement visionnaire, hein, on l'a entendu à l'époque, a été exaucé à vos yeux aujourd'hui? Est-ce que cette technologie est bien au service d'une médecine accessible au plus grand nombre, accessible à tous? C'est difficile de juger, mais tout ça, c'est encore un processus en marche. Ce qu'on doit reconnaître, c'est qu'effectivement, on est dans une vision à long terme qui pose les bonnes questions, c'est-à-dire à qui s'adresse cette technique et tant qu'elle est au service de l'homme, on est dans la technique. Ensuite, à partir de quand est-ce que ça devient de la technologie et à partir de quand est-ce que c'est réservé à une certaine frange de la population? C'est la question des priorités. Des états généraux, justement, puisque je pense que c'est la question que vous posez à présent, celle de la réflexion. Des états généraux de la bioéthique se sont ouverts le 18 janvier pour se refermer fin mai. Des comités se réunissent partout en France. Quels seront les thèmes abordés dans les Hauts-de-France et quels sont les sujets de réflexion brûlants? Alors, les sujets de réflexion sont innombrables. Et la particularité des choses, justement, de ce processus de révision des lois de bioéthique, c'est que c'est une loi d'initiative gouvernementale et qu'on ne sait pas ce qui est au programme. Donc, le professeur Delfraissy, quand il a ouvert les états généraux de la bioéthique en janvier dernier, le 18 janvier, a voulu une réflexion extrêmement large et les différents espaces éthiques régionaux se sont répartis les thèmes en fonction de leurs talents et de leurs compétences locales. Dans les Hauts-de-France, nous avons choisi deux thèmes, la médecine des 4P, c'est-à-dire la médecine prédictive et la médecine qui personnalisée, c'est-à-dire éventuellement qui peut aller chercher des caractéristiques génétiques des sujets de manière à en tirer des conclusions thérapeutiques. Et puis la procréation médicalement assistée, dans son sens le plus large, en s'intéressant principalement, finalement, à la procréation médicalement assistée, dans son acception la plus large, avec tous les problèmes de la procréation médicalement assistée, pas uniquement les problèmes posés par un certain nombre de catégories qui pourraient revendiquer un élargissement, etc. Alors, docteur Kremer, vous nous disiez qu'effectivement, la bioéthique n'a pas pour objet d'interdire ou d'obliger à faire ou à ne pas faire. Mais y a-t-il un cas où la bioéthique, par le passé, a pu être transgressée pour justement permettre à la science d'évoluer ?
Oui, l'évolution scientifique n'est que transgression. Je pense que l'histoire la plus illustrative, c'est la première greffe cardiaque, par exemple. Christian Barnard a volé la première chirurgicale à son maître, le professeur Stoneway, qui avait développé pas à pas cette technique chez l'animal et qui attendait depuis plusieurs mois, plusieurs années, que la communauté internationale se mette d'accord pour savoir à partir de quand on pouvait prélever les organes d'un patient en mort cérébrale. Et Christian Barnard, qui a été formé chez M. Stoneway, en revenant dans son pays d'origine, en Afrique du Sud, a profité, par exemple, d'une législation plus souple et a volé la première chirurgicale de greffe cardiaque à ce moment-là. Vous voyez que là, mais on peut se poser la question, à qui profite finalement cette première greffe cardiaque ? Au patient sans doute, il a survécu 3 semaines, mais principalement probablement à Christian Barnard que l'histoire a retenu comme le premier greffeur de cœur. Docteur Kremer, une image encore, celle de ce cerveau directement connecté à une main artificielle. Et ce sont les pulsions électriques du cerveau qui commandent le mouvement des doigts. Des recherches menées par l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse sur le cerveau et le contrôle du mouvement par la pensée. Alors c'est un dispositif testé sur des personnes paralysées à la suite d'accidents vasculaires cérébraux par exemple, ou de lésions de la moelle épinière. Les limites sont sans cesse repoussées, l'homme augmenté est à nos portes. Comment la bioéthique doit-elle intervenir et à quoi doit-elle veiller dans ce cadre-là précis, docteur Kremer? Encore une fois, la bioéthique, c'est un processus de réflexion. Elle n'intervient pas ponctuellement, on ne l'appelle pas au secours comme une extériorité. Elle fait partie intégrante de la démarche et donc elle doit intervenir tout au long de la conception finalement et c'est une réflexion interne qui doit se poursuivre tout au long du processus. C'est pas un processus par à-coup qu'on appelle au secours quand on est devant un problème et qui vient apporter une solution externe. C'est très clair, docteur Kremer. Et sur ce qui est la question du big data, on a beaucoup parlé de cette médecine connectée et de cette accumulation de données numérisées qui partent on ne sait où finalement dans des tuyaux informatiques. La bioéthique, elle préconise quel type de comportement vis-à-vis de la manipulation, du stockage et de la sécurisation de toutes ces données? Alors, la bioéthique ne préconise rien, elle s'interroge et elle essaye de s'intégrer à la démarche. Ce qui est très intéressant dans les reportages que vous avez montrés, c'est qu'on a présenté des outils finalement, des outils techniques. Et tous les utilisateurs de ces outils vous disaient, c'est merveilleux, je suis directement connecté avec mon patient ou directement connecté avec le SAMU. C'est justement ce qui est faux, c'est-à-dire que ça n'est pas direct, ça passe par un serveur, ça passe par un centre de données et contrairement au standard téléphonique d'autrefois, où effectivement on pouvait être écouté par la standardiste, mais les données n'étaient pas stockées. Maintenant, on ne peut plus être écouté par la standardiste, mais il y a quelque part un centre qui est propriétaire de ces données, qui peut ensuite, et ça a été évoqué tout à l'heure, qui peut les revendre et en faire quelque chose. Et nous avons vu dans ces reportages l'interaction directe finalement entre le soin, la recherche pour le patient lui-même et la recherche scientifique pour l'humanité tout entière. Et vous avez vu par exemple pour les enregistrements d'électroencéphalogrammes combien ça se recouvrait finalement. Donc ces données sont intéressantes pour soigner le patient, mais elles sont aussi intéressantes pour des chercheurs, voire pour des firmes. Et Merci beaucoup. Voilà, là se posent les problèmes de la propriété réellement de ces données. Merci beaucoup, docteur Kremer. Merci beaucoup. C'est un sujet évidemment extrêmement vaste sur lequel nous aurons l'occasion évidemment de vous réinviter pour ces questions bioéthiques qui se posent à l'infini finalement. Voilà, Enquête de région, c'est terminé. Mais vous pouvez retrouver cette émission sur le site de notre adresse hdf.france3.fr. À très bientôt.